Donc, je commence. En fait, les meilleures pratiques en matière de délinquance juvénile, je vais juste vous mettre en contexte. Oups, ça fonctionne. Je vais pas avancer. OK. Parfait. Donc, j'ai décidé de préparer une présentation qui fait le tour un peu le survol de la littérature scientifique quand on parle de recension systématique, de revue de la littérature, de méta-analyse, donc qui cumule l'ensemble des résultats de différentes études là, sur une question très précise. Donc, j'ai voulu faire le tour vraiment pour parler à tous les partenaires, qu'on soit en milieu communautaire, institutionnel, policier, peu importe. Je voulais qu'on fasse un tour de roue là, pour voir qu'est-ce qui fonctionne mieux en termes de prévention de la délinquance ou de prévention de la récidive. Donc, je vais faire une présentation. J'ai vraiment. C'est vrai que c'est drôle. Non, vous allez voir, ça peut aller très, très rapidement. Donc, je vais vous demander, c'est sûr, d'être attentif et de pouvoir poser vos questions par la suite, donc pas pendant ma présentation. Fait que je vais faire vraiment le survol et après ça, on va avoir une bonne période de questions pour vous laisser la place à vos réactions, vos questionnements ou aller plus loin dans certains aspects que je vais avoir présentés. Donc, je fais vraiment un survol, si on veut, de la littérature scientifique. Donc, au niveau LGPA, ben, qu'est-ce qu'on a besoin ou qu'est-ce qu'on sait exactement de la littérature scientifique, des écrits, des recherches, pour ce qui est des meilleures conditions, si on veut, pour réduire la récidive, diminuer la récidive chez nos jeunes qui ont commis des délits, donc qui sont entrés dans le système. Je commence par ça d'abord dans un premier temps. Ben, on peut s'intéresser à la question du type de délinquance. Donc, ce qu'on voit, ce qui est le plus efficace en termes de programme, là où on voit les plus grands taux de réussite, je vais dire ça comme ça, en termes de diminution de la récidive chez les jeunes contrevenants, ben, c'est chez les auteurs d'infractions à caractère sexuel et d'infractions violentes. Donc, nos jeunes contrevenants, quand même, qui ont commis des délits assez graves ou assez importants en termes de nature, ceux pour lesquels on voit peut-être moins d'effets dans nos interventions sur la diminution de la récidive, c'est les auteurs d'infractions plus mineures ou en lien, par exemple, avec des problématiques d'abus de substances. Cela étant dit, il faut comprendre que nos jeunes contrevenants qui ont commis des délits peut-être plus graves sont aussi peut-être plus susceptibles à pouvoir modifier leur conduite. Donc, on va être en mesure de mesurer et d'évaluer des effets de l'intervention parce que la problématique, elle est quand même peut-être plus importante. Donc, on peut voir un impact direct de nos interventions dans ces situations-là. Bon, il y a, c'est sûr, des pratiques qu'on déploie auprès des jeunes contrevenants, entre autres, si on est en mesure de bien évaluer, par exemple, le niveau de risque ou de difficulté, les besoins d'intervention. On peut adapter nos interventions, donc ça peut avoir un effet bénéfique à ce moment-là. Ça nous amène aussi à réfléchir que des fois, on doit ajuster nos interventions sur les crimes qui sont jugés peut-être moins risqués pour la population, parce que c'est peut-être là où on a un peu plus de difficulté à intervenir sur les crimes un peu plus, je vais dire, mineurs versus une criminalité violente ou à caractère sexuel. On a aussi à considérer le contexte d'intervention. Au niveau des écrits scientifiques, ce qu'on voit, c'est que les interventions ou les programmes qui sont offerts en milieu institutionnel versus hors institution ben, les deux, en fait, là, sont significativement associés à la diminution de la récidive. Donc, ça, c'est une bonne chose. Mais ce qu'on voit, c'est que les programmes qui sont faits, par exemple, pour les jeunes qui sont placés en mise sous garde, on voit encore plus d'effets en termes de diminution de la récidive que chez les jeunes qui sont suivis dans la communauté, par exemple. Je te donne un exemple en probation. Ça peut paraître un peu contre-intuitif parce qu'on se dit on est dans un milieu où les jeunes sont justement en mise sous garde, donc ne sont pas dans la communauté. Il faut savoir que quand on est suivi dans la communauté, ben, il peut y avoir des fois certaines pratiques, je veux dire, où on va axer davantage notre suivi ou notre intervention sur des aspects de surveillance. Donc, si on surveille davantage, ben, on prend davantage. Fait que si on a un jeune qui a des conditions à respecter, qui est en probation, qui a des conditions de surveillance, ben, plus on les surveille, plus on risque de les attraper, excusez-moi le terme. Donc, ça peut augmenter aussi le niveau de récidive, le taux de récidive. Ça, c'est un des aspects à considérer. L'autre chose, c'est sûr qu'un jeune qui est suivi dans la communauté est exposé à un paquet de facteurs de risque aussi dans son environnement. Donc, des éléments qui, à la limite, peuvent l'influencer à récidiver. Hein, si on pense juste aux pères, par exemple, les pères délinquants, les parents sociaux, mais à contrepartie, il peut aussi avoir des facteurs peut-être plus positifs ou des facteurs de protection qui peuvent être en place. Donc, le contexte d'intervention est aussi quelque chose à considérer.
Il y a également le cadre légal d'intervention qui est à considérer, c'est-à-dire qu'une prise en charge par le système de justice pénale, on voit des diminutions de la récidive. Encore une fois, c'est parce qu'on est peut-être plus en mesure de faire ces évaluations-là et de voir les répercussions de nos interventions. Donc, on voit que, par exemple, les jeunes qui sont mis sous garde, on voit des diminutions plus importantes du risque de récidive par rapport à des programmes de déjudiciarisation ou de suivi qui sont considérés comme non correctionnels. Vous allez voir plus tard, je vais vous expliquer pourquoi on parle de ces termes-là. C'est très américain, là, donc j'aurai le temps de faire une petite nuance là-dessus. Donc ça aussi, c'est un constat qui peut être frappant, mais encore une fois, il faut comprendre que quand on a des jeunes qui sont suivis dans le système, ben, c'est sûr qu'il y a un plus grand soutien qui peut être offert en termes de pratiques qui sont déployées auprès de cette clientèle-là. Ça, c'est une chose. L'autre chose, il faut toujours réfléchir à la question de l'appariement. Donc, si on a un jeune qui est à haut risque, par exemple, de récidive, qui est exposé à des mesures de déjudiciarisation, par exemple, ben là, ça ne va pas nécessairement être efficace dans notre intervention. Et à l'inverse, si on expose un jeune qui est à faible risque à des mesures de judiciarisation, bien là, on augmente le risque. Donc, l'appariement, c'est aussi un élément qui est très important en lien avec, je veux dire, le niveau de risque et de besoin du jeune. Et bien sûr, on a des modalités d'intervention qui peuvent avoir un impact. Donc, les jeunes qui sont suivis, par exemple, dans la communauté, s'ils sont exposés à des programmes de type wraparound, qu'est-ce que c'est exactement ces approches-là? Bien, c'est des approches qui se veulent comme concerter l'ensemble des partenaires, par exemple, de la communauté, qui sont en mesure de répondre aux besoins d'un jeune. Donc, à ce moment-là, ça peut avoir des meilleurs résultats quand on travaille en partenariat. Justement, ce que Maître Champagne nous parlait, l'importance de travailler avec les différents partenaires. On a également le type de programme qui est à considérer. Donc, il y a des programmes qui se sont démontrés beaucoup plus efficaces que d'autres en termes de diminution de la récidive chez les jeunes contrevenants. Donc, les thérapies multisystémiques, les thérapies familiales, donc où on met vraiment la famille au cœur de nos interventions, ben, c'est là où on voit le plus grand taux de diminution de la récidive. Donc, c'est quand même intéressant de penser à cet aspect-là. L'autre chose aussi, c'est les thérapies par le plein air. Là, je fais bien la distinction. C'est pas juste d'aller faire des activités en plein air avec des jeunes contrevenants, mais c'est la thérapie par le plein air. Donc, c'est vraiment d'utiliser ce médium-là qui peut déstabiliser peut-être certains jeunes pour en profiter pour faire de la thérapie. Donc, ça donne un espace aussi d'apprentissage qui peut être intéressant et d'expérience nouvelle pour ces jeunes-là. Les thérapies cognitives comportementales aussi ont démontré de bonnes efficacités, puis la justice réparatrice. Donc, c'est des programmes aussi qu'on peut bien souvent voir au Québec également qui sont déployés. Les pratiques les plus efficaces pour diminuer la récidive chez les jeunes contrevenants qui sont dans nos services, dans le fond, mais sur la réadaptation. On en parlait justement tantôt dans les mots d'ouverture. L'importance de travailler cette réadaptation-là, c'est que, bon, ce qui fonctionne le mieux, c'est vraiment d'avoir des approches de type cognitive comportementale ou toute intervention qui vont viser à remettre en question, donc à responsabiliser, ça aussi on en parlait ce matin, donc, la responsabilisation de la personne par rapport à ses gestes, l'amener à se remettre en question par rapport à ses modes de pensée, de travailler, de développer des relations sociales, les habiletés sociales également, dont la résolution de conflits. Donc, c'est des éléments qui peuvent être vraiment gagnants pour diminuer le risque de récidive là, chez les jeunes contrevenants, donc qui sont pris en charge dans nos services. Le point sur lequel je veux miser, c'est que les pratiques qui sont uniquement coercitives, punitives, sont inefficaces et très coûteuses pour notre société. Donc ça, je pense que c'est une réflexion qu'il faut absolument avoir et nommer. Puis je vais vous présenter dans quelques instants là, quand même des résultats à cet effet-là sur différents aspects de nos interventions. Donc vous allez pouvoir voir ça dans quelques instants. Je continue en disant que l'important, c'est bien sûr de se compléter plutôt que de s'opposer. Au lieu de voir, par exemple, les actions policières comme étant en opposition à l'intervention ou la réadaptation, mais il faut voir que parfois ces actions-là sont complémentaires et l'une peut servir l'autre. Donc, les pratiques qui ont démontré quand même le plus d'efficacité, c'est les pratiques où justement on va tenter de responsabiliser les jeunes par rapport à leurs actes, mais aussi de leur montrer qu'il est possible de changer et qu'on est là pour leur offrir du soutien, de l'aide et de l'accompagnement. Donc, c'est vraiment ces pratiques-là où on présente un équilibre qui peuvent avoir des impacts significatifs. Donc, il y a des leviers de changement qui sont peut-être efficaces pour prévenir la délinquance, donc pas sans que ce soit une délinquance qui est déjà en place. Donc, je veux juste faire un petit avertissement en commençant, c'est que là, je vais vous présenter des aspects à considérer, hein, c'est souvent des corrélations, donc on voit des liens qui peuvent être forts, mais
un peu le sens, la corrélation, je vais dire ça comme ça, est très importante parce que je vous ai mis un petit exemple ici. Tu sais, tous les jeunes comprenants ont déjà bu de l'eau, mais est-ce que la consommation d'eau cause la délinquance? Non. Donc, il ne faut pas le voir nécessairement comme un élément causal, mais c'est vraiment comme des facteurs de risque ou des éléments sur lesquels on peut cibler pour faire une prévention de la délinquance. Là, vous allez voir, ici, au niveau de la famille, ce qu'on sait au niveau de la littérature scientifique, là, je vais passer très rapidement, mais les éléments qui sont associés au développement, je veux dire, de la délinquance, ben, c'est sûr la qualité des relations, le climat au sein de la famille, l'attachement, donc le lien que le parent va avoir avec l'enfant, la question de la supervision parentale aussi est très importante. Et si, bien sûr, il y a des abus physiques, des abus sexuels, donc ce sont tous des facteurs de risque et de vulnérabilité qui ont un impact. Et ce sont quand même, quand on parle de ces pratiques parentales-là, ce sont des éléments quand même qui ont des importants liens avec la délinquance. Donc, c'est des bons prédicteurs de la délinquance. Si on veut voir maintenant les interventions peut-être qui sont les plus efficaces si on veut travailler sur la question de la famille, mais on doit d'abord et avant tout travailler à l'amélioration des compétences parentales pour essayer de modifier le mode de fonctionnement au niveau de la famille. Donc, les éléments qui ont le plus d'impact, sur lesquels on peut avoir le plus d'impact, c'est si on tente de travailler à diminuer les conflits au sein de la famille. Donc, apaiser les conflits permet d'améliorer le climat familial, donc ce qui est qui va agir en sorte de facteur de protection. Et si on augmente la supervision parentale, ben, ça veut dire que les parents aussi sont plus au courant des faits et gestes de leurs enfants, mais aussi plus impliqués avec leurs enfants, donc s'intéressent à ce que leurs enfants font. Donc ça, c'est des éléments qui vont agir en termes de facteurs de protection, je dirais, pour prévenir la délinquance juvénile. Ça, on est au niveau de la famille. Au niveau de l'engagement scolaire, peut-être juste vous nommer, ben, c'est sûr qu'il y a plusieurs facteurs de risque, là, je veux dire, au niveau de l'engagement scolaire, que ce soit la fréquentation, les comportements, les attitudes en lien avec l'école, le fait de rester à l'école aussi et la qualité ou les performances académiques, ce sont des facteurs à considérer. Il faut savoir que là, je vois pas, excusez-moi, la fréquentation scolaire, le respect des règles et les attitudes favorables sont significativement associés à une diminution du risque de la délinquance. Donc, c'est quand même des aspects à considérer si on veut justement bien intervenir sur la question de l'école. Maintenant, peut-être juste marquer un point important. Là, si on s'intéresse à la délinquance, il faut centrer nos interventions sur le sentiment d'attachement, je vais dire ça comme ça, le lien que les jeunes ont à l'école, le fait qu'ils soient présents à l'école, plutôt que sur la question de la réussite éducative. Puis là, ça vient un peu changer les paradigmes. Souvent, on est dans un discours où on mise sur le fait qu'on veut que nos jeunes réussissent à l'école sur le plan académique, mais on se rend compte que si on n'arrive pas à développer ce sentiment-là d'attachement, et qu'ils soient présents à l'école, ben, au final, ça va nuire à leur réussite éducative et ça va aussi être en lien avec des problèmes de comportement. Ça aussi, on aura l'occasion de l'aborder. Donc, je m'arrête pour l'instant parce qu'on va aller plus loin dans la discussion un peu plus tard. Au niveau de la consommation de substances, aussi un autre facteur de risque quand même assez connu, la consommation, l'abus, la polyconsommation, donc avoir plusieurs types de consommation et plusieurs types de dépendance aussi. C'est sûr qu'il y a un lien quand même assez important entre la consommation de substances et la délinquance. Et ce lien-là, des fois, justement, est bidirectionnel. Donc, des fois, la consommation peut amener la délinquance, des fois, la délinquance peut amener la consommation. Donc, c'est quand même des facteurs à considérer. Maintenant, quand on veut travailler à prévenir la délinquance, du moins, ou à réduire son incidence, c'est sûr que si on travaille sur la prévention et la réduction de la consommation, ça peut être des cibles intéressantes également pour agir sur la délinquance. Donc, là, vous avez vu, j'ai fait ça assez rapidement. Je voulais vous faire vraiment un survol de quelques interventions ici qu'on peut faire sur des grands facteurs de risque, dans le fond, connus au niveau de la délinquance, sur quoi on est capable d'agir. Maintenant, si on veut voir les leviers les moins efficaces si on veut réduire la délinquance, donc des fois sur les choses sur lesquelles on peut travailler, mais qui ont peut-être moins d'impact. La question des relations sociales. On sait que les associations à des jeunes, à d'autres jeunes plus délinquants, contrevenants ou impliqués dans les gangs, dans la criminalité, c'est quand même un grand prédicteur de la criminalité. Donc, c'est sûr que c'est un facteur de risque important à considérer, ça c'est sûr et certain. En termes d'intervention et en termes de prévention, on voit on pense souvent à développer des liens positifs prosociaux, puis ça va être comme un facteur de protection.
Or, au niveau de certaines méta-analyses, ce qu'on voit, c'est que ces actions-là qui visent la création de liens prosociaux semblent avoir peu ou pas d'effet sur la diminution du risque de délinquance, là. Donc, c'est quand même un peu, je vais dire, des résultats un peu contre-intuitifs, là, parce qu'on a l'impression que travailler sur les pairs, ça va être nécessairement positif, mais là, je suis vraiment en amont, là. Donc, on est vraiment en termes de prévention de la délinquance. Donc, on voit que les liens d'avoir un bon réseau d'amis, c'est peut-être pas cet élément-là, d'avoir moins d'amis antisociaux délinquants, ça peut peut-être avoir un meilleur effet. On s'en reparlera également. Au niveau de l'employabilité, si on parle d'obtenir un emploi ou de conserver un emploi, ça aussi, c'est des résultats peut-être un peu moins significatifs, surtout pour ce qui est des jeunes contrevenants. Pour les adultes, c'est autre chose, mais pour les jeunes contrevenants, ce qu'on voit dans certaines études, c'est même que ça peut augmenter la délinquance. Comme je vous dis, c'est un peu contre-intuitif, encore une fois. Donc, c'est pas parce qu'on les occupe et qu'ils ont un emploi que ça va nécessairement avoir un facteur de protection. On peut quand même s'imaginer qu'on a des jeunes qui, s'ils ne sont pas prêts à l'employabilité, ben, ils vont vivre soit un rejet, vont vivre soit le fait de se faire mettre à la porte et ça va peut-être avoir justement un impact encore plus grand sur leur délinquance. Donc, il y a aussi cet élément-là à considérer. Est-ce qu'ils sont prêts à l'employabilité? Est-ce qu'ils ont les habiletés sociales nécessaires pour maintenir un emploi, être présent, puis pas avoir les attitudes, mettons, qui viennent avec je veux dire, un aspect antisocial, je veux dire ça comme ça. Donc, travailler sur la question de l'employabilité pourrait être un levier intéressant, mais surtout et plus pertinent pour nos jeunes adultes, donc qui répond peut-être davantage à leurs besoins aussi développementaux. Il y a aussi des facteurs psychologiques à considérer qui peuvent être associés à la délinquance. C'est des aspects qui sont modérément significatifs, donc la relation est quand même assez faible. Par contre, dans ces facteurs-là, je passe ici, peut-être juste préciser que les facteurs les plus fortement associés aux diminutions du risque de délinquance, je vais dire ça comme ça, c'est vraiment la question des traits de personnalité. Dans les traits de personnalité, on peut penser à l'impulsivité, le faible contrôle de soi, un peu absence de remords, d'empathie. On a des éléments quand même qui peuvent être assez importants et fortement associés normalement à la délinquance. Donc, c'est des aspects quand même à considérer. J'attire votre attention sur la question estime de soi, santé mentale. C'est souvent des éléments qui sont nommés. La santé mentale, bien sûr, ça dépend comment on la définit. Là, si on parle de problématiques de santé mentale, oui, à certains égards. Comment on la définit, ça va aussi être en lien avec si on identifie que c'est associé à la prévention de la délinquance. Mais j'attire votre attention sur l'estime de soi, puis ceux qui m'ont déjà entendu vont reconnaître mon propos. Si je travaille l'estime de soi avec des jeunes, puis que j'essaie de prévenir la délinquance, mais en amenant, à développant leur estime de soi. Puis si je travaille avec un jeune qui a vraiment un gros potentiel délinquant, ben, je vais juste faire en sorte qu'il se sente mieux, peut-être à faire des délits. Okay, donc, ce n'est pas un aspect qui est directement lié, je veux dire, à la délinquance ou la criminalité. Bien sûr, c'est quand même une cible importante, mais l'estime de soi, c'est aussi un concept qui se décline en différents aspects. Donc, à l'estime de soi, ça peut être l'image corporelle, comment je m'estime comme personne en tant que parent, en tant qu'enfant, en tant que conjoint, conjointe. On a différentes identités, donc différents aussi besoins en termes d'estime de soi. Donc, c'est peut-être un élément aussi à revoir si on développe des programmes qui s'intéressent à l'estime de soi. Bref, des leviers qui sont importants. C'est sûr qu'au niveau des enfants, euh, les facteurs qui sont rattachés à la famille, c'est des grands facteurs sur lesquels on peut travailler pour prévenir la délinquance. Donc, vous voyez les différents facteurs, ça c'est sûr. Quand on arrive chez les adolescents, ben là, on a plus que la famille, bien sûr, qui est en compte à prendre en compte pour prévenir la délinquance. Donc, oui, on a des éléments au niveau de la famille, mais bien sûr, on a les pères, on a l'école, on a la consommation et la santé mentale aussi qui peuvent être considérés en lien avec les besoins de ces adolescents-là. Donc, là, j'arrive ici à les interventions qui sont... l'efficacité, dans le fond, des interventions, elle est plus grande lorsqu'on cible des leviers de changement. Ça, c'est vraiment important. Là, je m'explique ici. Euh, il faut encore une fois viser sur les composantes ou les aspects de l'intervention qui peuvent avoir plus d'effet. Quand on parle de techniques cognitives comportementales, là, ça peut être très, juste le terme en anglais, brandé, là, très, c'est comme une technique en soi, c'est une pratique ou une approche.
faut voir ça comme cognitif comportemental, c'est-à-dire l'importance de travailler les cognitions, les pensées, les façons de réagir aussi par rapport à certaines situations, revoir un peu leur façon d'analyser ou de décoder des situations. Donc, il faut le voir au sens plus large à ce niveau-là. L'importance des thérapies familiales, donc de travailler avec les familles, c'est toujours un défi, hein, pour peu importe dans quel milieu on est. Souvent, la question des familles, c'est difficile d'aller les rejoindre, de travailler avec elles. Pourtant, ce sont des leviers fort importants sur lesquels on peut miser, avec lesquels on peut travailler. Et les interventions de groupe. Donc, ça aussi, d'avoir l'effet de groupe, des fois, sur les jeunes, ça peut avoir un effet positif. Encore une fois, il y a des aspects à considérer quand on fait des interventions de groupe, d'avoir un bon niveau de pairage avec je vais dire, le niveau de risque de ces jeunes-là. Donc, on n'a pas intérêt à amener un jeune qui est à faible risque, là, je veux dire, au niveau de la délinquance, dans un groupe où on a des jeunes qui sont très délinquants, très structurés, avec haut risque de récidive, parce que je risque d'avoir un effet de contamination. Donc, quand je fais des interventions de groupe, les groupes doivent être ciblés aussi en fonction des besoins et des risques aussi associés à ces groupes-là. Et la question du mentorat, donc d'avoir, par exemple, des plus vieux qui vont pouvoir accompagner des plus jeunes, des gens, des fois, qui ont déjà passé par un parcours de délinquance, qui peuvent accompagner certaines personnes là, qui sont actuellement dans un parcours de délinquance. Donc, c'est des aspects qui peuvent être intéressants aussi comme intervention. Là, j'arrive, je sais que ça va vite, je le sais, je vous entends réfléchir. Je veux juste vous amener sur maintenant les connaissances scientifiques qui peuvent alimenter, je vais dire, nos réflexions. Puis là, vous allez voir, je vous propose de faire un tour de roue de l'ensemble de vos milieux. Fait que si j'ai oublié certains de vos milieux, vous me poserez la question après. Mais quand même, je propose de faire un tour de roue de l'ensemble euh, de l'ensemble des partenaires. D'abord et avant tout, si je commence avec l'école, les mesures disciplinaires à l'école. Euh, des récentes méta-analyses, là, tout ce que je vous présente, c'est vraiment essentiellement des résultats de méta-analyses ou d'études longitudinales quand même. Donc, c'est quand même assez fort et important comme constat. Les mesures de suspension et d'expulsion, il faut savoir qu'elles sont significativement associées à une augmentation de la délinquance. Donc, ça, c'est quand même un point très, très, très important. Et ça, peu importe l'âge, le genre, l'appartenance ethnoculturelle. Donc, ça nous pousse à réfléchir sur est-ce que ces mesures-là, c'est les bonnes solutions lorsqu'on a un jeune avec des problèmes de délinquance ou de violence, par exemple, dans une école? Là, j'entends déjà des intervenants, puis on va s'en reparler tantôt, de dire, mais qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là si on ne doit pas les exclure ou les suspendre de l'école? Je reviens avec ce que je vous ai dit précédemment. Si on a des jeunes qui restent à l'école, ce sont quand même des grands facteurs de protection. Ce n'est pas tant l'aspect académique que le fait d'être attaché et d'être présent à l'école. Donc, il faut réfléchir peut-être différemment si notre intérêt, c'est de prévenir la délinquance. On veut des milieux sécuritaires, mais on veut aussi des milieux inclusifs qui qui vont attirer les jeunes et qui vont les laisser aussi, je veux dire, sur le banc des écoles, si on veut comme ça. Donc, il y a différentes mesures qui sont plus efficaces si on veut prévenir un peu plus la délinquance. Donc, si on est axé sur l'apprentissage social émotionnel, le soutien au comportement positif, travailler vraiment à la question du climat scolaire, une résolution pacifique des problèmes, médiation par les pairs, justice réparatrice et d'avoir des ressources spécialisées, de l'aide, de travail justement en partenariat avec les, euh, voyons, les partenaires. Là, je ne sais pas, je vois des dessins sur la présentation. Euh, les activités artistiques et culturelles. Le deuxième point sur lequel je veux vous amener, ça aussi, c'est quelque chose, souvent on entend, c'est important d'avoir des activités artistiques, culturelles avec nos jeunes. Ce qu'on voit, c'est que ça, c'est une grande étude, deux études longitudinales à ce niveau-là. Ce qu'on voit, c'est que quand on fait des programmes axés sur les arts et la culture, on diminue la probabilité d'adopter des conduites de délinquance, donc ce qui est une bonne chose, incluant les comportements de violence. On vient aussi diminuer la perception qui est favorable aux conduites délinquantes, déviantes. Ça, c'est aussi une bonne chose. Et on augmente les capacités rattachées au contrôle de soi. Donc, c'est vraiment des sites d'intervention qui peuvent avoir un impact important à plus long terme. Donc, c'est quand même des éléments à considérer. Pour voir que les mécanismes qui rentrent en jeu quand on s'intéresse à ce type d'activité-là,
c'est d'avoir justement une structure et de la supervision d'adultes significatifs. Donc, on crée des liens significatifs avec des personnes. On travaille aussi la régulation des émotions à travers l'art, à travers la culture. C'est aussi un élément qu'on va développer. Et on va aussi faciliter le développement du sentiment d'appartenance. Donc, c'est vraiment des éléments qui vont permettre à nos adolescents de développer un environnement sain auquel ils se sentent appartenir, dans lequel ils se sentent bien également. Donc, ça peut être des leviers intéressants en termes de prévention. Maintenant, les programmes axés sur les sports, ça, on en parle beaucoup. Dans les méta-analyses, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une diminution modérée de la délinquance et de la récidive. Ça a un effet sur l'augmentation de l'estime de soi, le bien-être des jeunes. Ça, c'est une bonne chose. Donc, ça peut agir comme facteur de protection. Mais les programmes de sport, à eux seuls, c'est quand même, c'est pas toujours associé à des résultats nécessairement positifs. Souvent, c'est parce qu'il y a des mécanismes en jeu derrière le sport. Quand je dis souvent le sport en soi, c'est pas nécessairement préventif comme action. Par contre, ça dépend peut-être ce qu'on en fait du sport. Donc, ce qu'on voit dans certaines études, c'est quand il y a un développement d'habileté sociale, quand on vise des sites d'intervention quand même très précises en termes d'acquisition de compétences, de connaissances, mais là, à ce moment-là, le sport peut être un très bon levier pour atteindre ces objectifs-là. Donc, le sport, à ce moment-là, devient un médium intéressant. Ce qui est à considérer, il y a des mécanismes aussi à réfléchir. La nature du sport, ça, c'est une chose. Les compétences des personnes qui en sont responsables. Donc, on pense à des coachs, des entraîneurs. Est-ce qu'ils font juste enseigner le sport ou s'ils sont vraiment en mode prévention? Ça aussi, c'est un aspect très important. Donc, c'est quand même des éléments à considérer. Et ce qu'on voit, c'est que, je l'ai-tu ici? Non, je ne l'ai pas. Le sport semble avoir un peu plus d'effet même au niveau des jeunes adultes que les adolescents. Donc, ça aussi, c'est quand même quelque chose qui peut paraître un peu contre-intuitif. Il y a des programmes axés sur le mentorat. Faire peut-être une petite précision, en fait, il y a des programmes de mentorat là, qui visent à répondre aux besoins, dans le fond, des personnes, puis à améliorer leurs compétences sociales. Il faut faire la distinction avec le programme ou les programmes de type grand frère, grande sœur, où on mise sur la relation de soutien pour avoir un effet sur les comportements. Donc, on se dit, si la personne a un lien significatif, ben, ça va l'aider dans son développement. Dans les programmes de mentorat, on va un peu plus loin parce qu'il y a des cibles d'intervention qui sont derrière. Donc, ce qu'on voit quand il y a des études qui font la comparaison entre ces approches-là, c'est que les approches de type mentorat sont quand même 2 fois plus efficaces qu'une approche relationnelle qui n'a pas de cible spécifique d'intervention. Donc, ça peut avoir un effet positif sur le fonctionnement scolaire, le bien-être psychologique et les compétences des jeunes. Donc, c'est quand même une bonne chose. Et ça peut être des actions intéressantes, justement, s'il y a des cibles en lien avec la prévention de la délinquance. Donc, ça, c'est à garder en tête, le mentorat, comme pratique intéressante. Maintenant, la prévention dans les violences dans les relations amoureuses. On a des programmes qui sont dédiés aux auteurs de violences à caractère sexuel ou peu importe, là, de violences dans les relations intimes. Ce qu'on voit, c'est que ces programmes-là de prévention ou d'intervention auprès de ces jeunes-là vont permettre de diminuer la récidive des violences physiques. Donc, ça, c'est par les mesures officielles. Par contre, quand on parle aux victimes, ce que les victimes rapportent, c'est qu'ils ne voient pas tant une diminution des conduites abusives. Là, ça l'amène quand même une réflexion, c'est-à-dire que au-delà des violences qui sont observées, je vais dire légalement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de plainte ou il n'y a plus de considération légale, ça n'empêche pas qu'il n'y a pas quand même nécessairement d'abus qui se poursuit, puis l'abus peut prendre différentes formes, dont des abus psychologiques, des abus autres, là, donc il n'y a pas seulement que physique. C'est quand même particulier à considérer. Et les programmes qui se sont démontrés les plus efficaces, c'est quand on cible des personnes à risque âgées de plus de 15 ans. Donc, en termes de stade développemental, il y a l'âge qui importe, et d'impliquer les parents. Donc, si les parents ne sont pas impliqués dans ce travail-là d'intervention ou de prévention dans les violences, dans les relations amoureuses, dans les relations intimes, l'effet est moins grand. Donc, ça aussi, c'est un aspect à considérer. Euh, Maintenant, sur la question des interpellations policières. Il faut savoir que quand il y a des interpellations policières, quand on juge qu'on a un motif raisonnable de croire il y a un danger ou il y a une problématique et qu'on interpelle une personne, ben, ça peut avoir des effets sur une diminution de la criminalité. Donc, on voit des effets là, dans une méta-analyse qui a été récemment produite. Donc, une diminution quand même considérable, mais il
faut voir les effets collatéraux de ces pratiques-là. Quand il y a des interpellations policières qui sont faites, il faut voir que quand on mesure les effets sur les personnes qui ont été interpellées, mais on voit une plus grande probabilité de développer des problèmes de santé mentale et même des problèmes de santé physique. Et on va aussi observer davantage de crimes, donc de manière auto-rapportée. Donc, les personnes rapportent suite à leur interpellation, ils ont commis encore plus d'incidents. Donc, on peut faire un lien avec le fait de se sentir peut-être soit injustement traité, injustement interpellé, frustration, etc. Donc, peut-être être plus impliqué dans des comportements de délinquance. Ça, c'est quand même préoccupant. Et l'autre chose, on développe des attitudes défavorables à l'endroit des services policiers. Donc, quand après ça, le service de police tente de travailler avec la communauté, avec les jeunes, bien là, on est dans un contexte où c'est plus difficile de créer un lien avec eux. Donc, c'est quand même des aspects à considérer au niveau de l'intervention policière. Il y a des approches qui ont plus d'efficacité que les interpellations policières pour prévenir, par exemple, des incidents de délinquance ou de violence. Donc, ça peut être la surveillance on appelle en anglais des hotspots, là, donc des secteurs chauds là, dans un quartier, là, donc d'avoir une plus grande présence policière, surveillance à ce niveau-là, mais surtout avec une optique de police de proximité, donc qui développe des liens avec la communauté. Donc ça peut avoir des effets quand même positifs. Les approches aussi policières qui sont axées sur la résolution de problèmes, donc d'identifier une bonne problématique et de bien comprendre les causes du problème pour apporter des solutions adaptées. Ça aussi, c'est quelque chose qui fonctionne énormément. Donc, bref, les stratégies qui fonctionnent bien, c'est lorsqu'on va agir avec la communauté, donc de travailler avec les différents partenaires pour prévenir cette criminalité-là. Donc, ça aussi, c'est des aspects à considérer. La justice réparatrice, maintenant, il y a des effets quand même importants au niveau de la justice réparatrice en termes de diminution de la délinquance. Bien que je dise important, dans les méta-analyses, on voit des résultats faibles ou modérés. Mais on obtient les meilleurs résultats que les approches punitives traditionnelles. Donc, c'est quand même une très bonne chose. Et surtout, lorsque les programmes sont axés sur la médiation et qu'on travaille avec aussi les jeunes contrevenants. Okay? Donc, ça, c'est quand même des approches de justice réparatrice sont très prometteuses et ont démontré un taux d'efficacité. Et l'autre aspect sur lequel j'attire votre attention qui est fort important, c'est aussi la pertinence de la justice réparatrice, surtout sur la question de satisfaction et sentiment d'équité qui est rattaché à la démarche auprès des victimes et des jeunes contrevenants. Tantôt, Mme Hill parlait d'équité, de justice sociale. Bien, justement, les approches de justice réparatrice vont venir favoriser aussi cette posture-là ou cette façon-là d'agir. Donc, on contribue à la guérison des victimes et on diminue aussi les perceptions favorables à la criminalité. Donc, ça a des incidences à différents niveaux et aussi une diminution en termes de coûts pour notre système de justice. Donc, c'est quand même très important à considérer. On a aussi des tribunaux spécialisés en santé mentale qui se concentrent justement sur que ce soit la déjudiciarisation, réadaptation ou le traitement des personnes contrevenantes avec un problème de santé mentale. Donc, le but, c'est d'avoir des interventions spécialisées qui vont diminuer le risque de récidive chez les personnes atteintes d'un trouble de santé mentale. Ça a des très grands effets sur la diminution de la récidive criminelle. Donc, quand on est en mesure de bien cerner le besoin, si c'est en lien avec la santé mentale, là, on voit des taux significatifs, là, une diminution de 74 de la récidive, ce qui est très impressionnant. Autant chez les mineurs que chez les majeurs, autant chez les filles que chez les garçons, et peu importe l'origine ethnoculturelle. Donc, c'est quand même vraiment important d'avoir des tribunaux spécialisés aussi en matière de santé mentale. Maintenant, la détention provisoire, hein, le fait de devoir arrêter quelqu'un en attendant son procès ou dans une courte période de temps parce qu'on juge qu'il y a un danger, par exemple, pour la société. Cette détention provisoire-là, il faut savoir qu'elle a des effets. Premièrement, un effet qui peut diminuer les influences prosociales, donc le fait de le retirer de son milieu familial, qu'il ne soit plus en lien avec l'école, ses amis, etc. Donc, ça a une diminution des influences prosociales, une augmentation des influences antisociales, parce que je place le jeune dans un milieu qui peut être quand même assez criminogène, je vais dire ça comme ça. Et ça peut être aussi ça peut significativement augmenter le risque de récidive. Donc, ça aussi, c'est préoccupant. Il y a des effets non désirés, je vais dire, chez les jeunes contrevenants, surtout chez ceux qui n'ont pas d'antécédents ou peu d'antécédents criminels. Donc, quand on
passent à la détention provisoire chez les jeunes, malgré qu'ils ont commis un délit peut-être grave, mais qui n'ont pas d'antécédent criminel, là, on peut augmenter le risque, je vais dire, de cristallisation, c'est peut-être un gros mot, là, mais on augmente le risque de récidive à ce niveau-là. Donc, oui, la détention provisoire peut être efficace, mais généralement, ce que c'est observé, c'est avec des jeunes qui ont environ 4 antécédents criminels ou plus. Donc, ça vient encore mettre l'emphase sur l'importance de bien évaluer le niveau de risque et de comprendre que si on met des mesures trop restrictives ou trop punitives avec des jeunes qui ont un faible risque de récidive, mais on vient augmenter les probabilités de cette récidive-là. Donc, ça, c'est l'effet direct de la détention provisoire. On a des peines de garde et de détention. Maintenant, pour un jeune qui commet un délit et qui se retrouve, par exemple, mise sous garde, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un effet, je peux dire, assez nul de ces sanctions privatives-là de liberté. C'est un constat assez répandu en criminologie, autant au niveau mineur qu'adulte. Donc, c'est pas vrai que de penser que de mettre un jeune à l'écart puis de l'envoyer en détention ou en garde va faire en sorte qu'on va nécessairement avoir une plus grande sentiment de sécurité dans la communauté puis qu'il y aura moins de probabilité de commettre des délits. Au contraire, je peux avoir un effet vraiment iatrogène où je vais générer davantage de risques. Donc ça, c'est quand même important à considérer. Le mieux que je peux avoir avec ces mesures-là, c'est aucun effet sur la récidive. Ça, c'est le mieux. Mais au pire, je peux augmenter la récidive. Donc ça nous amène à réfléchir peut-être à revoir l'importance des suivis dans la communauté, où là, on va voir une diminution significative de la récidive, mais le suivi dans la communauté axé sur le soutien, l'accompagnement, pas nécessairement dans les mesures, comme je le nommais précédemment, axé uniquement sur la punition. Les programmes axés sur le développement du jugement moral, là, je passe rapidement, mais ça, c'est aussi quelque chose où on va voir qu'il y a une certaine diminution de la récidive, mais faible ou modérée. Pourquoi? Que c'est faible ou modéré, c'est que le jugement moral, de développer le sens moral de nos jeunes, c'est pas suffisant pour faire en sorte de prévenir une nouvelle infraction. Donc, il y a d'autres facteurs qui sont à considérer, qui doivent rentrer en ligne de compte. Et justement, on doit avoir des programmes qui travaillent différentes cibles, qui visent à diminuer, par exemple, les biais cognitifs, les croyances, justement, les pensées associées à la criminalité, travailler, entre autres, hein, d'avoir des approches qui sont plus sensibles au trauma, par exemple, ou aux problèmes psychologiques de ces jeunes-là, et de développer une large variété là, de compétences socio-émotionnelles. On pense à la régulation des émotions, à l'empathie. Bon, donc, ça devrait faire partie d'une des composantes et non pas des programmes axés uniquement sur le jugement moral. Maintenant, j'arrive à l'apprentissage des habiletés sociales. J'ai bientôt terminé mon sprint, mon marathon. L'apprentissage des habiletés sociales, ce qu'on voit, c'est que oui, ça peut être une cible intéressante pour diminuer le risque de récidive, mais c'est assez faible si on ne cible que, encore une fois, les habiletés sociales. Donc, c'est une stratégie qui peut être efficace, mais qui est trop générique. Donc, si on veut, encore une fois, bonifier notre intervention, on peut travailler les habiletés sociales, mais on doit aussi travailler d'autres cibles d'intervention. Par exemple, on peut penser aux attitudes antisociales, l'agressivité. Donc là, c'est des cibles qui vont être très, très spécifiques justement à la délinquance ou la criminalité ou la violence observée chez les jeunes. Et bien sûr, les habiletés sociales, ça peut être un des moyens ou certains acquis qu'on peut développer avec eux pour diminuer ces risques de récidive. Maintenant, j'arrive avec les interventions axées sur la résilience psychologique. Euh, Autant chez les garçons que les filles, on s'entend que plusieurs de nos jeunes contrevenants vont avoir vécu des expériences de vie douloureuses, vont avoir vécu des événements traumatiques. Donc, souvent, ils peuvent avoir développé toutes sortes de mécanismes pour réagir face à toute, je vais dire, intervention qu'on fait à leur endroit. Donc, ils peuvent être dans l'opposition, la défiance, l'agressivité, dans le fond, là, c'est des aspects qui sont à considérer. Donc, et ça peut indiquer quand même une certaine faible résilience. C'est un drôle de mot, mais en voulant dire que résilience positive, là, c'est quand même des mécanismes de défense. Si on veut les aider, les soutenir, mais encore une fois, il faut développer leur sentiment de cohérence, par exemple, de confiance face à la vie, les compétences émotionnelles, socio-émotionnelles très importantes. Il y a toutes sortes de sites d'intervention, encore une fois. Tout ça pour dire que si on va avoir un impact sur la diminution de la récidive, il faut faire une bonne évaluation
au niveau de leurs besoins et offrir les suivis psychologiques nécessaires à la suite de ces interventions-là. Et je pense que je termine mon survol, puis j'ai une petite conclusion après, sur le traitement des traumatismes. D'abord, une petite précision, justement, on a des enfants qui sont exposés à des événements traumatiques dans leur vie, dans leur développement, et qui fait en sorte qu'ils risquent d'avoir plus de probabilité d'être arrêtés ou d'être pris en charge par le système de justice pénale. Donc, une attention particulière devrait être faite en lien avec les traumas. Maintenant, il y a peu d'études qui démontrent l'efficacité des programmes axés uniquement sur les traumas pour diminuer la récidive. C'est plutôt des programmes qui vont avoir une sensibilité au trauma, justement, et qui vont incorporer ce volet-là dans leur intervention qui va avoir un effet quand même important. Donc, ça nous amène quand même le souci d'avoir, de devoir dépister ces traumas-là, de pouvoir les évaluer, les traiter et former le personnel aussi en conséquence parce que ces traumas-là ont clairement un lien sur la délinquance. Donc, ça nous amène aussi à revoir cet aspect-là. Et en terminant, peut-être je veux juste vous mentionner, c'est ce que je voulais vous dire au début, je me suis dit je vais attendre à la fin. Il faut dire que nos programmes québécois s'inspirent beaucoup de ces bonnes pratiques-là, au moins les stratégies qui sont reconnues comme efficaces. Ce que je vous ai présenté, la grande limite de ce que je vous ai présenté, c'est que c'est beaucoup d'études et de méta-analyses qui ont été faites aux États-Unis. Malheureusement, on n'a pas ce niveau d'études-là aussi présent en termes de volume et sur différents aspects au Canada ou au Québec. Donc, c'est sûr que c'est une limite importante quant aux données disponibles. OK? Donc, c'est sûr que le parallèle ne peut pas se faire parfaitement puisqu'on n'a pas les mêmes façons de gérer justement les jeunes contrevenants, puis les pratiques de prévention à tous les niveaux. C'est pas la même chose. Donc, il faut avoir ça en tête. Malgré ça, peut-être juste vous dire, puis là, je voulais terminer très rapidement pour vous nommer qu'il y a quand même plusieurs pratiques qui visent ces éléments-là, justement, dont je vous ai présenté. Fait que là, je voyais, là, je ne passerai pas nécessairement à travers tout ça, mais c'est juste pour vous dire que c'est juste des exemples. Fait que, j'exclus beaucoup de programmes, malheureusement. J'aurais aimé ça mettre tous les programmes, mais c'est juste pour vous dire que, justement, parmi les pratiques que je vous ai présentées, les sites d'intervention, ben, on a des programmes qui s'inspirent justement de ces bonnes pratiques-là, des modalités, des sites d'intervention. Donc, je voulais juste faire un petit clin d'œil à différents programmes qui interviennent sur ces cibles-là. Donc, et il y en a beaucoup d'autres, comme je dis, là, je tiens à le préciser. Donc, je termine vraiment cette fois-ci en disant que néanmoins, puis ça a bien été nommé par Maître Champagne en parler du modèle québécois, c'est important de garder ce modèle-là unique, de tenir en compte les spécificités des adolescents et de leurs besoins et des stades développementaux. On peut rapidement être tenté de durcir le ton face à des adolescents qui commettent des gestes graves. Un adolescent qui prend une arme à feu, qui commet des gestes graves, on peut se dire, ah, on a besoin d'augmenter les sentences, il faut être plus sévère, il faut être plus punitif. Si on tombe dans ce paradigme-là, je dirais, ben, on tombe exactement dans le piège, je veux dire, qui est souvent présent, c'est-à-dire de se laisser tenter par une approche un peu plus qualifiée de vengeance plutôt que de réelle justice sociale. Si on considère les besoins de ces jeunes-là, mais aussi on considère les bonnes pratiques, on sait que ce qu'on a surtout besoin, c'est d'accompagner ces jeunes-là afin d'éviter qu'ils se cristallisent dans une délinquance. Ça, c'est une chose, sans jamais oublier, bien sûr, de prendre soin des victimes. Donc, bref, notre modèle québécois doit se maintenir et c'est très important. Je m'arrête là. Merci.